Depuis 3 siècles, génération après génération, des centaines de millions d'ouvrières et d'ouvriers font tourner les machines de notre monde industriel. Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Que veulent-ils? Qu'ont-ils en commun? Qu'est-ce qui les sépare? L'histoire les a changés et ils ont changé l'histoire, transformé notre façon de penser et de vivre ensemble. Sans eux, ni voyage dans l'espace, ni suffrage universel. Mais quelle est leur place dans ce monde qu'ils ont créé? Les premières traces d'inégalité sociale, apparues en Europe il y a 7000 ans seulement, sont dérisoires. Des squelettes de chefs enterrés avec armes et bijoux, symbole de leur nouveau pouvoir et des richesses acquises par l'exploitation du travail de ceux qui leur sont soumis. C'est l'esclavage, antique et moderne, le servage médiéval. Mais à partir du XVIIIe siècle, une nouvelle forme d'exploitation se généralise en Europe. Son lieu, c'est l'usine, où travaillent des hommes libres, en théorie, ceux qu'on appelle des ouvriers. Ghislaine Tormos, ouvrière dans l'industrie automobile. On a des boîtes avec des milliers de vis. Si on doit prendre 3 vis, on ne prendra que 3 vis, on n'a pas besoin de regarder. Nos doigts sentent les 3 vis. Et combien de fois je prends dans la boîte, je me dis, je vais bien en prendre 5 quand même. Non, il y a toujours ces 3 vis. Si je dois en mettre 4 de l'autre côté, ce sera 4 vis que ma main va prendre. Elle en prendra pas 5. Et on sent si une petite 4e vis veut s'accrocher. Non, c'est assez impressionnant en fait, la façon dont on est conditionné. On est super conditionné. Je suis sûre que même les yeux fermés, on est capable d'éviter les voitures qui passent, tellement le corps, les odeurs, les bruits, le son. Et puis ces sonneries continuelles. Dès qu'on fait des bêtises, ça sonne. Vous sonnez, ça sonne pour la prise d'équipe, ça sonne pour la fin d'équipe, ça sonne parce que vous avez fait une connerie, ça sonne. Donc toute la journée, vous êtes avec ces sonneries débiles. Ta-na-na-na, na-na-na-na. Celle-là, c'est pour les pauses. Et l'autre, c'est... Ta-na-na, 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 ta-na-na. Ça, c'est quand on fait des conneries. Ça, voilà. Donc ça, c'est pour avertir qui, on ne sait pas. Mais alors, vous avez des grands panneaux qui ciblent bien l'endroit. Donc au moins, le chef, même s'il est loin, il sait qui fait sonner la ligne, quoi. Jusqu'alors, le tisserand, propriétaire de son métier, travaille chez lui, en famille. C'est une forme de sous-traitance. Il achète le coton ou le lin brut à un marchand de la ville, il le tisse et revend au marchand le produit fini. Mais à la recherche de profits encore plus importants, le marchand décide de prendre le contrôle de toute la chaîne. Il investit dans l'achat de plusieurs métiers qu'il réunit dans un seul lieu, la factory, l'usine. La production plus rapide et plus rationnelle lui permet de produire à moindre coût. Le tisserand indépendant ne peut pas lutter. Pour survivre, il doit aller travailler dans l'usine du marchand auquel il vend sa force de travail contre un salaire. C'est ce qu'on appelle le factory system. L'usine devient ainsi une machine à fabriquer de la classe ouvrière, avec pour matière première les centaines de milliers d'artisans et de petits paysans, obligés pour survivre d'aller travailler dans les centaines de filatures qui poussent comme des champignons dans l'Angleterre de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Ce qu'on appelle la révolution industrielle commence par une révolution économique. La nouvelle économie, centrée sur le commerce et la recherche du profit maximum, a également bouleversé les campagnes. Les champs autour d'Huddersfield en portent encore la trace. Alan Brooke, ancien mineur devenu historien. Autrefois, une grande partie de ces landes étaient des terres communales. Tout le monde y avait accès. Mais au début du XVIIIe siècle, elles ont été clôturées. Les riches industriels, les dirigeants de manufactures, les propriétaires terriens et les fermiers les ont confisquées pour leur propre usage. Ils les ont entourées de kilomètres de murs de pierre sèche. Avant ça, les paysans dépendaient des terres communales pour leur subsistance. Mais une fois privés de cette ressource, ils ont été forcés de partir dans les villes pour trouver du travail dans l'industrie textile qui était en pleine expansion. La force de travail utilisée dans les premières usines a donc été obtenue par la contrainte. Non pas qu'on ait employé la violence physique pour chasser les gens de leur terre, mais l'évolution du contexte économique faisait que leur ancien mode de vie n'était plus viable. Pour survivre, ils devaient partir en ville et travailler à l'usine. En Angleterre, cette confiscation des terres communes s'appelle pudiquement enclosure, clôturage. En écossais, on parle plus franchement de clearance, nettoyage, comme dans nettoyage ethnique. Le nettoyage, ce sont des hommes en armes au service d'un seigneur local qui chassent de chez eux les petits paysans, parfois en une seule nuit, et détruisent leurs maisons pour les empêcher de revenir. Les paysans sont remplacés par des moutons, le commerce de la laine étant alors particulièrement rentable. Le hameau d'Harriconan a été nettoyé en 1848. Ces expulsions forcées de paysans écossais, ces clearances, qui se sont poursuivies tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle, ont eu des conséquences très importantes. Des dizaines de milliers de métayers écossais sont partis à l'étranger ou ont migré vers les villes industrielles. Par conséquent, sans les bouleversements qui, en affectant les campagnes, ont fourni la force de travail nécessaire aux usines et aux mines, l'industrialisation n'aurait tout simplement pas été possible. Les clients de ce supermarché du nord-est de l'Angleterre ne se doutent pas qu'il roule sur les vestiges d'une des plus anciennes usines du factory system anglais. Ils ont été découverts lors de la construction du magasin et on s'est empressé de les recouvrir, ne gardant que cette cheminée plus tardive et pieusement restaurée. Fondée en 1690, la manufacture qui fabrique des clous pour la marine et des chaînes et des fers pour la traite des Noirs emploie 300 ouvriers. Les opérations restent artisanales, mais elles sont rassemblées en un seul lieu, clos par un mur. Le maître de forge Crowley fournit matières premières, outils et logements aux ouvriers, ce qui lui permet de contrôler leur vie tout entière. Dans les vestiges, on a retrouvé la signature de Crowley lui-même, qui, après avoir domestiqué la nature, a entrepris de domestiquer ses ouvriers. C'est un pionnier en la matière. Le premier à mettre en pratique la célèbre formule de l'humoriste Coluche. Crowley était convaincu que si les ouvriers n'étaient pas fatigués, s'ils avaient suffisamment dormi, ils travailleraient de manière plus productive. Le soir, on sonnait donc la cloche à 21h. C'était une sorte de couvre-feu. À cette heure-là, les ouvriers étaient tenus d'être au lit, en train de dormir.
On sonnait également la cloche plusieurs fois au cours de la journée, au moment de la pause, au moment du déjeuner, et ainsi de suite. Les ouvriers étaient constamment maintenus sous pression. La cloche sonnait, ils se mettaient au travail. La cloche sonnait, ils allaient au lit. La cloche sonnait, ils avaient une pause. C'est de cette manière-là que le factory system, la discipline d'usine, a véritablement commencé, puisque jusque-là, ceux qui travaillaient à domicile étaient maîtres de leur rythme de travail. Ils faisaient ce qu'ils voulaient quand ils voulaient. Ils n'étaient pas soumis à la contrainte d'un emploi du temps strict. Crowley est aussi l'auteur du plus ancien règlement d'usine connu. Plus d'une centaine d'articles visant à plier la nouvelle population ouvrière à l'ordre de l'usine. L'article 103 traite sur 8 pages de la seule question du temps. Ayant découvert que parmi les ouvriers que je paye à la journée, certains peu scrupuleux n'accomplissaient pas le travail d'une journée en échange du salaire d'une journée, je déclare que 80 heures de travail hebdomadaires doivent être des heures de travail effectives. Déduction faite du temps passé dans les tavernes, dans les débits de boissons, dans les cafés, ainsi que du temps passé à déjeuner, à dîner, à jouer, à dormir, à fumer, à chanter, à lire les nouvelles, à se disputer, à se quereller, à débattre de toutes choses sans rapport avec mon usine et ne me concernant aucunement. En d'autres termes, il dit, si vous travaillez pour moi, vous devez vous consacrer entièrement aux tâches que vous exécutez pour mon entreprise. Mes ouvriers n'ont aucune excuse pour boire un verre, prendre un café, se disputer entre eux ou quoi que ce soit d'autre. Et si un travailleur transgressait l'une des lois édictées par Crowley, il était jugé par une cour spéciale au sein de l'usine pour non-respect de ses règles. Métropolis, un film de Fritz Lang. Le contrôle du temps est au cœur de la nouvelle économie marchande. Le temps mathématiquement mesuré, qui synchronise aussi bien les hommes que les échanges. Le temps, de l'argent pour les uns, un carcan pour les autres. Jusqu'au milieu du 19e siècle, certaines usines anglaises interdisent aux ouvriers d'avoir leur propre montre, sous peine de confiscation, voire de licenciement. Le contrôle du temps appartient au patron, qui à l'occasion n'hésite pas à truquer l'horloge de l'usine, avançant les aiguilles le matin, les reculant le soir, pour voler à l'ouvrier quelques malheureuses minutes. La journée de travail peut durer jusqu'à 16 heures, à quoi s'ajoutent souvent 2 heures de trajet à pied entre la fabrique et la maison. Reste à l'ouvrier 6 heures pour récupérer et reconstituer la force de travail qu'il vendra le lendemain. Mais s'il avait plus de temps, disent les patrons, l'ouvrier le passerait à comploter ou à boire. Le même argument est employé pour maintenir les salaires au strict minimum. Si l'ouvrier gagnait plus que ce qui est strictement nécessaire à sa survie, il ne travaillerait plus que 3 jours au lieu de 6. Et le capital du patron, investi dans les outils de l'usine, cesserait de travailler lui aussi. D'où cet argument, souvent repris par les patrons devant les tribunaux anglais. L'ouvrier qui refuse de travailler 6 jours sur 7 les prive de leur profit, les vole. Aujourd'hui en Bretagne, Joseph Pontus, ouvrier intérimaire dans l'industrie agroalimentaire. On a un chef qui est pas méchant au demeurant, qui bosse bien avec nous, qui donne un coup de main, etc. Dans un atelier où les gaz finissent toujours à leur pile. Il y a des ateliers où ils font généralement du rab, là ils finissent toujours à leur pile.
C'était un lundi, donc on était reposé du week-end, tout allait à peu près bien. Il restait 5 vaches à couper. 5 vaches, ça prend 5 minutes. Les gars se concertent entre eux, disent « Allez, on n'est pas à 5 minutes près, on va faire les 5 vaches. » Ils font les 5 vaches, c'est la première fois de ma vie que je les voyais faire du rabat. Le chef vient les voir, leur dit « Merci, merci ». C'est comme si sa vie en dépendait des 5 vaches qu'il avait. Le lendemain, on finit 10 minutes en avance. 10 minutes en avance. On se dit, bon, voilà, il va nous laisser partir, il va pas nous faire chier pour... Le même chef, il fait, ah bah il y a des vaches qui ont été tuées du jour, là on peut s'en tuer une dizaine, comme ça on prend de l'avance pour demain. Et je crois qu'en rentrant ici, à la maison, j'ai pleuré. J'ai pleuré déjà cette humiliation, enfin... Oui, d'humiliation, quand même. C'est complètement comme une humiliation. D'incompétence du chef, qui est un bon bosseur, hein, mais je pense qu'il n'a jamais fait d'école de management ou de ressources humaines ou quoi que ce soit, de ne pas comprendre à quel point c'était du mépris envers les gars de ne pas leur filer 10 minutes. Ce temps-là, il est tellement précieux, tellement... On se rend pas compte, moi je m'étais jamais rendu compte à quel point le temps était précieux. La principale phrase qu'on dit à l'usine, c'est est-ce que quand quelqu'un te demande un truc, c'est, non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. T'as toujours quelque chose à faire. Toujours. Et là, pour 10 minutes où il s'est rien passé en plus, une petite humiliation supplémentaire et tu vas encore bosser 10 minutes. Au début du 19e siècle, l'énergie reste encore traditionnelle. L'innovation est d'abord mécanique. C'est la mule Jenny, en français on l'appellera Jeannette, le métier à filet automatique dont l'emploi se généralise à la fin du XVIIIe siècle. La mule Jenny remplace l'ancien rouet et supprime du même coup le travail de dizaines de fileurs et de fileuses. Mais elle crée aussi une nouvelle demande de main-d'œuvre. Pour renouer les fils cassés, il faut être assez petit pour se glisser en dessous. New Lanark emploie 500 enfants, dont de nombreux orphelins, que leurs orphelinats louent à l'usine. Une pratique courante à l'époque. La nature même du travail change. Ce qu'on appelait le métier, le savoir-faire dont l'artisan tirait sa fierté et qui lui permettait de fabriquer un objet de bout en bout, perd de sa valeur. Dans les nouvelles usines mécanisées, le travail est divisé entre plusieurs ouvriers. Chacun n'accomplit qu'un fragment de la tâche que la mécanisation rend encore plus facile à exécuter. Ce qui le met à la portée des femmes et des enfants, les OS de l'époque. De toute façon, les salaires sont tellement bas que la famille ne peut survivre que si tout le monde va à l'usine. Les enfants travaillent à partir de l'âge de 5 ans. Beaucoup moins payés, ils accomplissent des tâches totalement imbriquées dans celles des adultes et doivent eux aussi travailler jusqu'à 16 heures par jour. À la fin du 19e siècle encore, l'Américain Lewis Hine pouvait photographier ses enfants des grandes filatures.